parole. Merci. Donc, je voulais remercier d'abord les organisateurs, Pierre-Alexandre, Grégory et Anne-Laure, pour leur invitation, leur accueil et pour ces 3 journées à la fois riches et sympathiques. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais élargir mon propos à l'Amérique latine pour que vous puissiez me repérer un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je travaille plus particulièrement, c'est vrai, en Amérique centrale. Mes terrains de recherche se situent en Amérique centrale. J'ai travaillé particulièrement sur les frontières du Costa Rica et ensuite d'autres frontières plus au nord de l'Isthme jusqu'au sud du Mexique. Donc mon intention aujourd'hui, c'était d'ouvrir une discussion sur... Alors j'ai fait le PowerPoint en espagnol, au cas où certains seraient moins à l'aise en français, tout n'y est pas, mais vous pourrez suivre la trame. Donc c'était d'ouvrir une discussion sur les frontières latino-américaines en essayant de décliner dans une approche qui est plutôt géographique un certain nombre de dynamiques territoriales qui affectent aujourd'hui ces frontières. Pour replanter un petit peu le contexte, les frontières, donc aujourd'hui en Amérique latine comme ailleurs, malgré les discours sur un monde sans frontières, reste quand même la structure, le squelette du maillage étatique. Et même dans un continent où les liens culturels sont multiples, où une ou plutôt 2 langues communes permettent des échanges peut-être plus facilités qu'ailleurs. Donc des frontières qui sont une structure forte, même si elles ne sont pas gravées dans le marbre, et une région qui est globalement pacifiée aujourd'hui, puisque le dernier conflit, ça a été évoqué dans certaines communications. Le dernier conflit frontalier date de 1994-1995 entre l'Équateur et le Pérou. C'est le dernier conflit armé. Et que les guérillas, qui ont été des conflits internes certes, mais très durs aussi, et qui ont débordé, traversé les frontières, globalement ont trouvé des issues avec des signatures d'accords de paix, que ce soit au Guatemala, au Salvador ou en Colombie. Donc un continent globalement avec des frontières stabilisées, malgré tout agité politiquement et socialement. Bien sûr, on pense au retour des droites et des populismes. Également, la crise au Venezuela qui déstabilise la frontière avec ses voisins. Amanda Andrade, dans sa communication, évoquait plus de 1 million de migrants aujourd'hui qui se trouvent en Colombie. Et la crise migratoire en Amérique centrale avec la caravane de migrants dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Voilà, sans compter les débats sur les modèles économiques à l'œuvre sur lesquels je vais revenir ensuite tout à l'heure. Donc des frontières qui sont traversées par finalement un grand nombre de dynamiques et de tensions. Ce ne sont pas pourtant les frontières dont on parle le plus sur le continent, parce qu'elles sont finalement invisibilisées un petit peu par la frontière Mexique-États-Unis qui, sans doute à raison en partie, focalise beaucoup de l'attention. Par exemple, dernièrement s'est tenue la rencontre annuelle de l'Association of Borderland Studies, dont certains ici présents ont fait partie, qui avait lieu à San Diego. Et je me suis livré un petit comptage à partir des communications qui ont été présentées du programme que j'ai trouvé en ligne. Sur 251 communications présentées, il y en a eu 9 qui ont porté sur les frontières latino-américaines, c'est-à-dire un nombre très faible. Latino, pardon. C'est l'habitude de parler de l'Amérique centrale. Donc latino-américaine. Donc sur les 9, 5 qui portaient sur des questions migratoires, une sur l'Amérique centrale, 4 sur la crise vénézuélienne et le débordement sur la Colombie. Et donc c'est peu finalement par rapport à même aux frontières asiatiques qui ont représenté, je l'avais noté, 19 communications et 13 communications sur les frontières africaines. Donc le gros des communications a porté sur la frontière Mexique-États-Unis et également sur la frontière canadienne. Donc cette répartition, on peut l'attribuer à la fois peut-être à la difficulté d'obtention des visas, mais on pourrait dire la même chose sur l'Afrique aussi, les collègues africains, au coût du voyage, peut-être à la géographie du réseau aussi des membres de l'association. Mais comme l'événement se passait à San Diego et que l'espagnol était accepté comme langue de présentation,
voilà, les frontières latino-américaines auraient pu éventuellement être plus représentées. Et ça contraste quand même avec la riche littérature, mais qui est en espagnol, qu'on trouve sur ces frontières-là, sur les réseaux Redalic, Cielo, etc. On peut compter 150, moi j'ai fait une revue bibliographique, plus de 150 articles qui sont parus sur ces frontières. Et puis, il faut citer aussi que la région compte quand même 3 revues spécialisées sur ces questions de frontières, d'intégration. Alors on compte Estudios Fronterizos, qui a été la première créée en 1983, qui est publiée par l'Université autonome de Basse-Californie au Mexique. On compte aussi la revue Frontera Norte, qui est publiée depuis 1989, également en Basse-Californie, mais par le COLEF, le Colegio de la Frontera Norte. Et la plus récente des 3, Si Somos Americanos, dont nous avons la directrice Marcela ici, donc qui paraît depuis 1996. C'est intéressant aussi de voir à quelle date ces revues ont fait leur apparition par rapport à la question des frontières. Et puis on a aussi des numéros spéciaux de revues qui sont parus. Par exemple, la revue Liminar, la revue mexicaine, a fait un numéro spécial sur les frontières latino-américaines en 2013. La revue colombienne de géographie a fait un numéro spécial en 2014 aussi. Donc on a une littérature qui est riche. Ce qu'on peut se demander, c'est quel regard portent ces articles justement sur les frontières latino-américaines. Alors on a des perspectives toujours historiques dans la tradition latino-américaine, perspectives historiques sur la construction des frontières, sur les conflits qui les ont animés, notamment au Brésil, en Argentine, mais aussi en Amérique centrale. Et puis de plus en plus aussi d'approches par le bas, qui s'inscrivent dans le renouveau mondial d'études des frontières des années 1990, donc des approches qui privilégient des démarches constructivistes, comparatives, empiriques sur des cas précis et qui questionnent justement la construction de l'habité sur les frontières, l'interculturalité et l'ensemble des représentations frontalières. Et puis également des articles sur les économies frontalières aussi. On a eu une communication hier qui portait sur les échanges, le commerce et son évolution sur ces régions, souvent où il y a beaucoup de mouvements justement qui sont frontières latino-américaines. Ce sont des frontières qui sont finalement poreuses et lieux d'interrelations multiples. Donc ici je voulais organiser mon propos en trois points, pour essayer de dégager 3 dynamiques qui me paraissent significatives aujourd'hui sur les frontières latino-américaines, qui rendent compte, il me semble, de l'évolution qu'elles connaissent aujourd'hui. Alors bon, ce ne sont pas les seules dynamiques, j'en suis bien consciente, donc c'est un choix après, et d'autres pourraient être rajoutés. Et puis la deuxième chose, c'est que du coup, c'est un propos qui se veut général, au risque bien évidemment de ne pas considérer toute la diversité des situations et des contextes qui rend unique bien sûr chaque frontière. Alors finalement les trois points seront pouvoir, préservation, prédation. Donc je commencerai par la question du pouvoir. Bon, les frontières sont un objet qui est politique, géographique, qui matérialise ce lien entre espace et pouvoir. On cite des auteurs comme Rafestin souvent, donc des lieux particuliers qui cristallisent les relations de pouvoir. Et on mobilise beaucoup le concept de territorialité. En Amérique latine, Alejandro Benedetti, argentin, a mobilisé pas mal ce concept, donc qui repose sur une analyse à la fois des temporalités, des spatialités propres à chaque frontière. C'est important aussi de revenir sur, pour analyser ces relations entre espace et pouvoir, de revenir sur le processus d'orogenèse, terme proposé par Michel Fouché, donc de construction des frontières latino-américaines, parce que finalement les frontières, ce sont des espaces qui sont peut-être particulièrement soumis par rapport à d'autres à des transformations et dont les trajectoires sont importantes à regarder avec une profondeur historique plus ou moins longue. Donc les frontières latino-américaines, elles ont toutes un peu la même histoire finalement, hein. Elles naissent
de la colonisation européenne, espagnole et portugaise, des processus d'indépendance au début du XIXe siècle. Elles sont restées très longtemps très imprécises et très floues sous la colonisation. Et puis c'est l'indépendance qui a provoqué à la fois un changement de statut. Elles sont devenues frontières étatiques, alors que souvent c'était des frontières interprovinciales seulement, entre les différentes audiences et vice-royautés, bon, mis à part pour le Brésil. Et puis elles ont provoqué aussi un processus de linéarisation de la frontière, et puis de démarcation qui ne s'est pas fait sans heurts. Et Michel Fouché a bien montré que finalement les frontières latino-américaines, elles sont pour beaucoup d'entre elles, enfin leur tracé est pour beaucoup d'entre elles postérieur au processus d'indépendance, et c'est petit à petit arrêté au fur et à mesure des conflits, des revendications territoriales, plutôt vers la fin du XIXe siècle. Donc ces frontières, justement, dans le cadre de l'affirmation des États-nations latino-américains, où finalement l'existence de la nation n'allait pas de soi, ont été beaucoup instrumentalisées pour asseoir les États, leur enveloppe territoriale, et elles ont été portées comme des icônes de souveraineté. Moi, j'ai étudié ça plus particulièrement en Amérique centrale, où elles ont servi à se donner un ennemi commun et à donc se créer un ensemble national en développant des imaginaires de la frontière. Et certains pays ont même développé une géopolitique, enfin une école de géopolitique forte, hein, comme l'Argentine, le Brésil, qui sont souvent cités. Et dans la littérature, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, une des préoccupations importantes a été les pertes territoriales. Il y a une littérature souvent davantage portée par le nationalisme que par des objectifs scientifiques qu'ont développé des historiens, des juristes, des géopoliticiens, pour justement montrer les prétentions, enfin asseoir les prétentions de chaque pays. Bon, comme je le disais tout à l'heure, tout ça s'est joué surtout à la fin du XIXe siècle. Les frontières latino-américaines aujourd'hui sont des frontières globalement stabilisées à l'échelle du continent, mais avec des litiges territoriaux qui sont quand même toujours présents. Donc des disputes présentes, plusieurs points de tension. On en a vu plusieurs dans les communications qui ont été présentées. La Bolivie, dans 2 ou 3 communications, a été présentée avec les prétentions justement sur l'accès à la mer qu'elle a perdu à la fin du XIXe siècle. Et les départements qu'elle considère toujours sur les cartes comme actuellement administrés par le Chili, voilà, qui laisse la porte ouverte. Et puis les revendications aussi, on a vu Argentine sur les Malouines, et plusieurs points de tension également en Amérique centrale. Alors il y a la frontière sans doute que je connais le mieux, qui justement est un objet de conflit fort encore à l'heure actuelle, même si ça ne dégénère pas en conflit armé. C'est le cas de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua, qui est rentré, enfin les 2 pays sont rentrés depuis quelques années dans un cycle contentieux en faisant appel à l'arbitrage de la Cour de justice internationale. C'est le Costa Rica qui a commencé le processus. Vous le voyez ici, j'ai essayé de faire une frise chronologique de la crise depuis 2005, mais ça a commencé à la fin des années 1990. Moi, quand je suis arrivée sur cette frontière pour faire ma thèse, en 1998, il y avait une municipalité nicaraguayenne du sud de la frontière, à côté de San Carlos, sur la première carte, qui s'appelle Upala, Cardenas, qui avait demandé son rattachement au Costa Rica. Alors vous imaginez que ça faisait grand bruit. Moi, ça me faisait plutôt sourire, mais au Nicaragua, ça a été une crise nationale. Le gouvernement avait payé des grands encarts dans les journaux avec écrit « Detente hermano » et en mettant en garde le Costa Rica, en étant persuadé que c'était le Costa Rica qui était derrière finalement tout cela. Et en toile de fond de ce conflit frontalier, il faut comprendre qu'il y a l'immigration illégale nicaraguayenne qui est très forte vers le Costa Rica, et c'est ça finalement qui crispe beaucoup la situation sur cette frontière. Alors en 2005, le Costa Rica a posé une première demande contre le Nicaragua devant la Cour de La Haye.
pour deux problèmes. Le problème de la navigation, parce que le fleuve, contrairement à beaucoup de fleuves frontaliers, appartient entièrement au Nicaragua, qui en a la souveraineté. Donc la frontière passe sur la rive sud. Mais le Costa Rica a, d'après le traité du 19e siècle, un droit de navigation que le Nicaragua lui avait enlevé ces dernières années. En tout cas en partie, où on voulait en faire payer des droits. Donc il y avait cette question de la navigation sur laquelle le Costa Rica a obtenu gain de cause, et également le dragage d'une partie de l'aval du fleuve contre lequel le Costa Rica s'est levé en disant que ça constituait une opération de détournement du fleuve par le Nicaragua. Ensuite, il y a eu aussi en 2010 une deuxième demande du Costa Rica contre le Nicaragua, cette fois-ci pour l'occupation de l'île Calero, que vous voyez sur la deuxième carte, qui est une petite île du delta, sur laquelle le traité n'est pas très exact, mais en tout cas qui est administrée, elle n'est pas vraiment peuplée par le Costa Rica, et en 2010 sur laquelle une troupe militaire nicaraguayenne a pénétré. Donc les costariciens s'en sont tout de suite aperçus, eux qui n'ont pas d'armée depuis 1948, mais la police costaricienne est arrivée, et donc les militaires nicaraguayens se sont repliés en rejetant la faute sur Google Maps, en disant que Google Maps, qu'ils s'étaient fiés à Google Maps, et que sur Google, le tracé de la frontière passait au sud, donc ils avaient cru être toujours en territoire nicaraguayen. Et Google a fait des excuses publiques et a changé son site, a changé le tracé. Bon, les excuses étaient aussi un petit peu ironiques, mais enfin, ils ont changé. Voilà. Et donc, ensuite, en 2011, le Nicaragua a déposé une requête, ce coup-ci contre le Costa Rica, parce que le Costa Rica, vous le voyez ici, a tracé une route, a ouvert une route, enfin qui n'est pas goudronnée, mais une grande ouverture, tout à fait au bord du fleuve côté costaricien, qui a été pris pour une provocation par le Nicaragua, et qui aussi a engendré beaucoup d'érosion de sédiments dans le fleuve, puisque ça a atteint la berge quand même. Donc il y avait une question aussi de pollution et de sédimentation du fleuve. Et enfin, en 2013, la dernière demande à ce jour du Costa Rica contre le Nicaragua pour la précision des frontières maritimes. Vous voyez des deux côtés l'éventail finalement indécis de frontières maritimes qui sont revendiquées par les deux pays. Et donc la Cour de justice de La Haye a statué en 2018 en prenant comme chaque fois que le fait la Cour une sentence, souvent un peu de jugement de Salomon, c'est-à-dire elle donne un peu raison aux deux. En général, quand même plutôt un peu plus au Costa Rica qu'au Nicaragua. Donc, ouais, peut-être, il y a eu de part et d'autre de très grands avocats de droit public qui ont été mobilisés et qui ont coûté très cher aux deux pays, et notamment au Nicaragua qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc ça a été aussi une des critiques qui a été faite dans le pays. Donc finalement des requêtes devant la Cour de justice pour ce qu'on pourrait considérer, vu de l'extérieur, comme des petites choses, comme des broutilles, mais qui finalement sont à prendre quand même au sérieux, parce que ça constitue des points de crispation, d'hypersensibilité. Il faut essayer de comprendre cette hypersensibilité des gouvernements sur la question des frontières. Donc, des tensions quand même assez importantes à l'échelle nationale, et puis aussi des petites tensions sur beaucoup de frontières à l'échelle locale. J'ai repris ici une caricature qui était parue dans la presse nicaraguayenne en 2000, avec des vaches qui sont un peu perdues parce qu'elles ne savent plus où sont si elles sont nicaraguayennes ou costariciennes. Et c'est parce que, justement, souvent, les mojones, les bornes frontalières, on ne sait plus trop où elles sont, et certains agriculteurs sont accusés de les déplacer en camion ça sur d'autres frontières aussi, pour gagner quelques centaines de mètres et d'hectares d'exploitation agricole. Et la photo du bas, c'est la photo d'un juge nicaraguayen qui m'avait amené un jour
donc avec lui, et puis que vous voyez au premier plan, il y avait 2 hommes armés aussi qui nous accompagnaient, donc il m'avait permis de les accompagner, et on était allé sur la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica, essayer de repérer des bornes frontalières, parce qu'il y avait un litige entre 2 agriculteurs, et on est parti sans aucune carte, sans aucun système de localisation. Autant vous dire qu'on a passé la journée, on n'a jamais trouvé aucune borne, et on est revenu bredouille. Mais voilà, c'est des petites tensions quotidiennes qui souvent se répercutent quand même après à l'échelle de l'ensemble de la frontière. Donc des frontières qui sont peuplées, qui sont vécues, qui sont traversées, et qui sont, malgré les tensions dont on vient de parler, qui se retrouvent aujourd'hui au cœur quand même de logiques d'intégration régionale qui se sont affirmées en Amérique latine depuis les années 60. Ça a été quand même un continent assez précoce là-dessus, à la fois le marché commun centra-américain, puis la CAN, le Mercosur, l'ALENA au nord, au milieu des années 1990. Donc, une affirmation des intégrations régionales, et dans ce processus d'intégration régionale, les frontières ont été considérées comme des espaces clés, comme des espaces ayant un rôle clé à jouer, et la coopération transfrontalière a été mobilisée par les instances d'intégration régionale comme véritablement un outil d'intégration physique régionale qui a été particulièrement mis en avant. Et ça a fait évoluer l'appréhension des frontières, justement, dont le regard a changé. Elles sont passées d'objets de conflit, finalement, à espace, non plus ligne, mais espace à construire en commun. Et il y a eu tout un tas d'incitations à la coopération transfrontalière. Il y a un ouvrage qui a été coordonné par Josette Altman et Tatiana Beirut en 2011 sur les coopérations transfrontalières en Amérique latine, qui s'intitule América Latina y el Caribe, coopération transfronteriza, de territorios de división a espacios de encuentros, qui a été publié à Buenos Aires et qui est une tentative de dresser un panorama des coopérations transfrontalières à l'échelle de la région latino-américaine. Et donc ça amène les chercheurs à considérer davantage les frontières à travers le concept d'interface, à mobiliser davantage ce concept qui permet d'insister davantage sur la dimension d'interrelation et de contact plutôt que sur le phénomène de discontinuité. Et c'est un concept qui s'est développé dans la littérature française anglophone depuis une dizaine d'années, peut-être moins dans la littérature hispanique, on le retrouve dans moins de publications. Et l'intérêt aussi de ce concept, c'est de décentrer le regard, d'avoir moins une approche statocentrée, mais qui soit davantage centrée sur la frontière, c'est-à-dire ne plus étudier la frontière du Nicaragua ou de l'Argentine, mais étudier la frontière entre l'Argentine et la Bolivie, ou entre le Nicaragua et le Costa Rica. Voilà, et de les analyser aussi à des échelles plus locales. Donc les frontières se sont retrouvées au cœur de plans, par exemple, de développement régionaux d'infrastructures. On peut citer surtout le PPP, le plan Puebla-Panama de 2001, qui s'appelle maintenant Proyecto Mesoamérica, l'IRSA, l'initiative d'infrastructures, de développement des infrastructures dans la région sud-américaine aussi, qui tous les deux essaient de développer les interconnexions, les infrastructures, les corridors de transport, les interrelations électriques, etc. Donc des plans de développement régionaux qui les mettent au cœur, puis des coopérations transfrontalières aussi, avec des dispositifs de gouvernance nouveaux finalement, à la fois qui sont portés par les États, par exemple des commissions binationales qui se sont mises en place, commissions binationales transfrontalières, mais aussi certains dispositifs qui mobilisent davantage aujourd'hui les acteurs locaux, par exemple les plateformes binationales qui mobilisent davantage d'acteurs, ou des comités de bassins. Alors, on a eu un programme sur la gestion des bassins
c'est pour vous montrer un des résultats aussi. Et on a étudié 7 bassins transfrontaliers entre le sud du Mexique et le sud de l'Amérique centrale, donc dans la région mésoaméricaine. Et on a étudié sur ces 7 bassins transfrontaliers les dispositifs de gouvernance qui étaient mis en place ou l'absence de dispositifs quand on est dans des situations de conflit. Moi, j'ai étudié particulièrement le bassin du Guascoran entre le Honduras et le Salvador. C'est pour ça que c'est celui que je présente ici. Et à partir des entretiens, avec l'aide de la statisticienne de mon labo, on a construit donc des sociogrammes de réseaux d'acteurs avec des logiciels ad hoc, PAGEC, on en a mobilisé 2. Et en fait, même si, bon, là c'est compliqué, on ne va pas le commenter, mais ce qu'on voit sur ce sociogramme, c'est la complexité du jeu d'acteurs, le nombre d'acteurs qui interviennent dans la gestion du bassin. Et on voit avec les nuances de couleurs le cœur finalement des acteurs les plus importants, c'est-à-dire ceux entre lesquels on voit le plus de flèches, ceux qui ont le plus d'interrelations entre eux. Sachant que la frontière, ben vous la voyez, on a 2 patates qui dessinent le Salvador et le Honduras, donc les acteurs honduriens et les acteurs salvadoriens. Donc vous voyez qu'on a des interrelations entre les deux. Et au milieu, on a un acteur qui est celui qui est central et qui fait vivre le comité de bassin, qui est ici, FUNBID, qui est une ONG hondurienne. Et c'est intéressant de voir justement l'affirmation des acteurs, des bailleurs internationaux et des ONG dans ce type de gouvernance assez innovante. Alors qu'il y a beaucoup de difficultés de fonctionnement aussi, sur lesquelles on pourrait revenir, mais avec une tentative quand même d'organiser une gouvernance binationale à l'échelle du bassin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la fondation BID, donc qui est une fondation nationale, enfin une ONG nationale hondurienne, elle fonctionne avec des fonds de l'UICN, donc à travers un programme qui s'appelle Bridge, qui est un programme qui porte sur 9 bassins dans le monde, 9 bassins transfrontaliers dans le monde, donc pour lequel le Guascoran a eu un financement pour soutenir justement cette initiative. Et les fonds de l'UICN du programme Bridge viennent de la coopération suisse pour le développement. Donc on a toute la chaîne des bailleurs que l'on retrouve ici. Et avec autour de la fondation BID, les acteurs qui gravitent finalement dans le premier cercle, ce sont surtout les mancomunidades, donc ce sont les intercommunalités locales qui se sont beaucoup investies à l'échelle locale dans la gestion du bassin. Et finalement, l'État, on le retrouve présent aux réunions, mais il est beaucoup plus périphérique dans le processus. Donc, une complexité des dynamiques, finalement, c'est la conclusion de cette première partie, une complexité des dynamiques à l'échelle de la région. On l'a vu dans plusieurs communications entre des phénomènes d'ouverture, de debordering, et puis des fermetures aussi de rebordering. Ça a été évoqué surtout pour l'Amérique du Nord, mais on voit aussi ce phénomène dans une moindre mesure en Amérique latine, donc qui affecte les frontières en même temps finalement, et c'est pour ça que ça les rend aussi un objet de recherche particulièrement stimulant, particulièrement complexe dans ce contexte. Je ne sais plus qui parlait de schizophrénie hier des frontières, et c'est vrai qu'elle se trouve entre des dynamiques contradictoires. Tito Carlos Machado de Oliveira, qui est brésilien, a proposé une typologie des relations frontalières avec un double gradient à la fois d'intégration formelle, les frontières où il y a plus ou moins d'accords de coopération transfrontalière, ou l'intégration ici en ordonnée fonctionnelle, donc là qui est l'intégration commerciale, de relations familiales, de vie, etc. Voilà, avec des frontières, une première catégorie de frontières peu vivantes finalement, qui seraient les frontières distantes, et des frontières vivantes, qui sont les frontières qui à la fois conjuguent intégration institutionnelle et intégration fonctionnelle. Voilà. Alors le deuxième mouvement sur lequel je voulais insister, donc c'est la question de la préservation, et on y arrive logiquement par la question des coopérations transfrontalières.
en fait, on a eu deux mouvements simultanés en Amérique latine. Donc les intégrations régionales, avec les frontières au cœur de ces processus. Et puis, d'un autre côté, une prise de conscience environnementale qui a été générale dans le monde et qui s'est affirmée aussi à l'échelle de l'Amérique latine, qui à la fois est un continent qui compte le plus de pays dits méga divers de la planète, donc une grande biodiversité, et en même temps de fortes préoccupations environnementales, puisqu'on a les taux de déforestation les plus importants. Pour les dernières décennies, c'est l'Amérique centrale qui a les taux de déforestation les plus importants au monde. On estime qu'entre 1945 et 1990, l'Amérique centrale a perdu les 2/3 de ses espaces forestiers. Le seul pays qui a un taux à nouveau positif, c'est le Costa Rica. Donc, dans ce double finalement contexte, la préservation de l'environnement, c'est logiquement imposé comme un thème de coopération transfrontalière assez évident, consensuel, qui permettait dans la droite ligne du Congrès des Nations Unies de Stockholm de déborder la compartimentation des frontières avec le thème « Nous n'avons qu'une seule terre ». Et donc, logiquement, voilà, ça s'est imposé, l'environnement s'est imposé comme une manière, un volet assez facile finalement d'amener un dépassement de la frontière avec l'idée qu'il y a une antériorité d'une nature commune qui doit prôner par rapport aux frontières considérées comme des lignes artificielles de séparation. Donc revenir à l'antériorité de la nature, une espèce d'ordre naturel des choses. Et c'était d'autant plus, ça paraissait d'autant plus évident que les frontières, justement, ce sont des espaces qui ont conservé une grande biodiversité, qui ont été préservés. Alors, qui ont été préservés sans doute pas par le résultat d'une volonté politique particulière, mais plutôt parce que, justement, elles ont été isolées, elles ont fait l'objet de faibles investissements publics, et donc c'est ce que Bernard de Barbieux appelle l'heureuse et ironique conversion des frontières de no man's land politique en sanctuaire écologique, qui ont suscité donc dans les 30 dernières années de l'intérêt tant des gouvernements que de la coopération internationale. Ces politiques environnementales, elles se sont traduites par la détermination de périmètres protégés. Alors vous avez ici une carte en Amérique latine des différentes aires protégées avec différents statuts, parcs, réserves, etc. qui montre finalement une coïncidence assez forte avec les espaces périphériques, les régions périphériques et proprement frontalières. Alors comme l'échelle n'est pas très pratique, j'ai pris plutôt la carte de l'Amérique centrale qui a été faite par le système d'intégration centra-américain, par la CCAD, donc où on voit, je ne sais pas si on voit là, non, je croyais qu'on voyait la souris. Donc on voit sur les frontières, alors qui sont, il faut les voir, ce sont des traits qui ne sont pas très épais, mais on voit entre le Mexique et le Guatemala le grand espace de la Selva Maya, entre le Nicaragua et le Honduras, ici, la région de Grosawas, ici aussi, donc on a la frontière Nicaragua-Costa Rica, on a toute la région de la réserve Indio Maíz. Et puis ici, entre le Costa Rica et le Panama, toute la cordillère de Talamanca, qui est parc... qui est parc binational ici, donc la frontière est là. Et puis ici, la forêt du Darién sur la frontière colombienne. Donc, même si des aires protégées, on en a ailleurs que sur les frontières, on a quand même une coïncidence des plus vastes avec les régions périphériques et notamment les frontières. J'ai un truc là qui Et sur ces régions frontalières, notamment, ont été instituées dans un certain nombre de régions dans le monde depuis les années 1970, sous l'égide des Nations Unies et de l'UICN, des aires protégées transfrontalières, APTF, dont vous avez la liste ici. Alors, je ne sais pas si vous lisez très bien, mais
j'ai fait un tableau synthétique avec donc, les 25 aires protégées transfrontalières en Amérique du Sud et les 10 que l'on retrouve en Amérique centrale. C'est la dernière liste que l'on a qui date de 2007, qui est le dernier inventaire des aires protégées transfrontalières. Donc on a des périmètres de protection qui essaient de combiner les deux côtés de la frontière. Et on relève quelques initiatives significatives qui se distinguent des autres. Par exemple, en Amérique centrale, le parc international ici de la Amistad. Donc il y a le statut de parc international, de réserve internationale de la biosphère. Et puis en Amérique du Sud, le parc du Condor, dont on a parlé hier, le parc du Condor entre l'Équateur et le Pérou, qui a aussi le statut de parc binational. Enfin, les parcs pour la paix, par exemple, rentrent dans cette catégorie. Ce sont des politiques de protection qui semblent quand même trouver leurs limites, qui ont de fortes limitations, notamment pour trois raisons. La première, c'est que ces aires protégées, elles ont rarement une vraie dimension transfrontalière. La connaissance de la réalité amène à regarder quand même avec prudence les listes d'aires protégées qui sont établies et que vous voyez ici. Pour l'Amérique centrale que je connais le mieux, je peux dire que sur les 10, il y en a plus de la moitié qui n'ont aucune existence. Notamment les 4 qui sont listés aux frontières du Mexique, du Guatemala et du Belize, vu les relations diplomatiques, très bien que ce sont des aires. Alors je parle du fonctionnement transfrontalier, qui n'existe pas. D'ailleurs, toutes les petites astérix que vous voyez sur les noms, c'est chaque fois que c'est moi qui ai mis un nom, qui les ai nommés, elles n'ont même pas de nom. Donc, c'est-à-dire pas vraiment de réalité au regard des pays. Il en est de même entre le Costa Rica et le Nicaragua dont on vient de parler. L'aire transfrontalière n'a pas de réalité non plus. Il faut être également prudent avec même le fonctionnement des parcs transfrontaliers qui existent, qui ont une existence légale. Par exemple, le parc du Condor n'a pas vraiment de réalité, il me semble, en termes de gestion concertée. Et même le parc binational de la Amistad entre Costa Rica et Panama, dont je viens de parler, et dont j'ai étudié la gestion, est géré en pratique avec une administration complètement séparée entre le Costa Rica et le Panama. Et même au niveau du diagnostic initial, on avait 2 diagnostics initiaux séparés. Donc il n'y a jamais eu de travail réellement commun. Et puis la dernière limite, finalement, ce sont aussi les grandes difficultés de surveillance sur ces grandes aires protégées qu'on retrouve sur les frontières. Dans le cas du parc de la Amistad, il a failli, il y a quelques années, être classé sur la liste des parcs en danger, justement suite aux déprédations multiples dont il fait l'objet par manque de surveillance, c'est-à-dire l'avancée de la frontière agricole, l'exploitation illégale de la forêt, de la faune également, donc le pillage des ressources. Donc, il y a une littérature aussi récente qui rend compte de ces tensions. On a des auteurs qui travaillent actuellement sur ces réflexions sur les problématiques environnementales aux frontières. J'ai cité quelques auteurs ici, donc sur les frontières colombiennes, vénézuéliennes, brésiliennes. On peut distinguer Morea qui est celui qui explore finalement le plus précisément le binôme usage-conservation sur les frontières et tous les conflits d'intérêts qui surgissent justement entre les politiques de conservation et l'expression du capitalisme dans ces régions de frontières avec le développement d'un certain nombre d'activités. Donc finalement, l'heureuse conversion des frontières dont parlait de Barbieux il y a une quinzaine d'années, elle semble avoir fait un petit peu long feu, ou apparaître en tout cas illusoire quand on regarde la réalité d'un certain nombre de frontières aujourd'hui. Et c'est ce qui me fait venir à la dernière dynamique de prédation. Je ne me rappelle plus à quelle heure j'ai commencé. Moins de 10, non? Hein? Ouais. Ouais, d'accord. Donc, dernière logique, donc
celle de la prédation. Donc, avec cette question, finalement, est-ce qu'on voit aujourd'hui les frontières évoluer de sanctuaires écologiques justement à des territoires des diasporas, de dépouillement et de pillage. Finalement, la nature qui a été préservée constitue aujourd'hui une ressource en terre, c'est une ressource foncière, une ressource en eau, une ressource en forêt aussi, qui est finalement toujours disponible et où il y a la possibilité de développer aujourd'hui de grandes exploitations et des activités, d'acheter des terres à des petits propriétaires, de déposséder des communautés indigènes et de développer un modèle d'exploitation des ressources qui fait l'objet de beaucoup de recherches aujourd'hui, de beaucoup de colloques, de beaucoup de publications, que l'on appelle l'extractivisme. Donc, l'extractivisme, moi j'ai repris la définition de Goodin, ce qui est le principal spécialiste latino-américain de cette question, qui le considère comme l'extraction des ressources naturelles sous une forme intensive, avec de grands volumes, donc, lesquels sont destinés au moins pour 50%, donc en majorité finalement à l'exportation. Et Anna Betnik, qui a aussi publié un livre sur l'extractivisme en français, le qualifie d'exploitation industrielle de la nature. C'est aussi une activité dont on peut souligner la faible transformation des produits qui sont évacués, qui sont exportés, et le faible effet d'entraînement sur l'économie locale. C'est ce que Grass et Goebel ont développé. Dans cet extractivisme, alors la définition est parfois discutée, les contours de ce qu'on appelle extractivisme. Moi, pour suivre Goodin assez à Costa, je comprends dans l'extractivisme les activités agricoles et forestières, la pêche intensive aussi. Donc, je considère les monocultures d'exportation non traditionnelles, donc ananas, bananes, j'ai oublié même, la canne à sucre, la palme africaine et le soja. Donc, c'est une forme finalement de prédation, d'où le terme des ressources. David Harvey est souvent cité dans cette littérature, et un mode de développement qui est surtout étudié pour l'instant en termes économiques et politiques. Donc, par exemple, pour regarder le passage notamment d'un extractivisme classique ou conventionnel où les acteurs principaux sont les firmes transnationales, à un néo-extractivisme où l'État est plus présent, ou même un néo-extractivisme progressiste où ce sont des États dits progressistes qui participent à cette exploitation justement avec l'intention qu'il y ait une meilleure participation, une meilleure répartition nationale finalement des bénéfices. C'est aussi une activité qui est plutôt étudiée en termes sociaux. Il y a beaucoup d'études sur les conflits socio-environnementaux avec les collectivités locales, paysannes, indigènes, qui sont confrontées à l'exploitation des mines, des hydrocarbures et au développement donc, des exploitations agricoles ou forestières. Et finalement, peu abordé en termes géographiques hors de l'échelle locale. Donc, moi, voilà, c'est vers ça que je voudrais aller, avec la question de savoir si finalement cet extractivisme, il affecte particulièrement les régions de frontières, si le développement de ce qu'on appelle les frontières extractives, géographiques et technologiques, affecte les frontières. Donc l'hypothèse, c'est qu'effectivement, les frontières sont particulièrement affectées dans ce processus. En termes, si on regarde les fronts d'avancée, elles semblent des secteurs particulièrement concernés et elles sont aussi particulièrement vulnérables à ce type d'activité. Alors, toutes les activités finalement extractives ne montrent pas la même coïncidence avec les frontières. Quand on regarde l'activité minière, par exemple, il est évident qu'elle repose d'abord forcément en premier lieu sur la présence de minerais ou d'hydrocarbures dans le sous-sol et que ce n'est pas une question de localisation politique. Mais pour tout ce qui est développement aujourd'hui de l'agroforesterie, on a vraiment l'impression que cette frontière extractive, elle va aujourd'hui vers les régions frontalières qui sont les derniers fronts pionniers.
Et c'est cette condition d'isolement et de marginalité dont on a parlé tout à l'heure qui offre aujourd'hui des ressources disponibles dans ces régions et qui font que les frontières ont conservé cette importante richesse environnementale et des ressources foncières. Dans ce mouvement, les frontières apparaissent aussi particulièrement vulnérables face à l'extractivisme. On retrouve, quand on croise un petit peu les publications, plusieurs facteurs. Donc vulnérables parce qu'elles ont des ressources abondantes, on vient de le dire, parce qu'elles présentent les acteurs locaux présentent une faiblesse institutionnelle, un faible degré de décentralisation, une faible autonomie, une faible capacité financière des gouvernements locaux, un manque de surveillance aussi et de contrôle de la part de l'État, une précarité socio-économique de la population qui fait qu'on a une main-d'œuvre finalement bon marché et peu revendicative, si ce n'est aujourd'hui quand même les conflits qui se développent, mais souvent avec l'aide d'organismes internationaux, et puis des droits des communautés indigènes qui ne sont pas toujours garantis aussi dans ces régions-là. Alors il y a deux éléments différents qui posent problème. D'une part, l'extraction en soi, c'est-à-dire la déforestation par exemple, la pollution aussi des sols, de l'eau que ça occasionne, les problèmes sanitaires pour les populations qui vont avec, qui accompagnent souvent ces activités d'extraction. Et puis, deuxième problème aussi, c'est que le contrôle et l'exploitation des ressources naturelles se fait par des firmes transnationales qui fonctionnent souvent avec des logiques d'enclave et qui, comme on l'a dit tout à l'heure, ont peu d'effet d'entraînement sur les sociétés locales qui en retirent peu de bénéfices. Donc, je prendrai un exemple qui est développé par une collègue costaricienne, Tania Rodriguez, avec qui je travaille beaucoup, qui travaille actuellement sur le développement des plantations d'ananas au Costa Rica, qui a établi cette carte où l'on voit donc la production d'ananas au Costa Rica, donc qui se localise, on le voit très nettement aux deux frontières du pays, et des photos qu'on avait prises ensemble il y a 2-3 ans, où l'on voit l'épandage de pesticides sur le champ et puis les grandes extensions de champs d'ananas. Et donc c'est surtout la zone nord qui est aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, affectée par le développement de ces plantations, où une entreprise qui est une filiale de Del Monte, et qui est une des grosses entreprises de production de bananes, d'ananas et d'agrumes, s'est implantée en développant une variété d'ananas qui est hybride, qui s'appelle Sweet Golden, qui est beaucoup plus sucré que les autres, mais qui demande beaucoup de pesticides et beaucoup d'intrants. Donc des études récentes dans la zone montrent que les cours d'eau commencent à être complètement pollués, la nappe, etc. Des maladies commencent à apparaître chez les populations locales. Et c'est pas un hasard, finalement, si cette production d'ananas, elle se développe aux frontières du pays, c'est qu'on a encore là des possibilités d'extension, et que également on a des conditions de main-d'œuvre qui sont favorables, notamment au nord, puisque ces entreprises d'ananas, elles emploient dans leur plantation beaucoup de migrants illégaux nicaraguayens. Donc la position frontalière, elle est aussi elle joue beaucoup. Et aujourd'hui, c'est 53% de la production d'ananas du pays qui est produite dans les cantons frontaliers du nord du pays, en particulier Upala, Los Chiles et Iguatus. Et ce que l'on pourrait dire, deux remarques pour terminer, c'est que malgré ce changement de profil agricole dans la région du nord du Costa Rica et l'arrivée d'entreprises transnationales et de capitaux étrangers, enfin, quand je dis arrivée, sur les frontières notamment d'Amérique centrale, les transnationales, elles sont présentes depuis longtemps aux frontières, parce qu'on pense souvent à la United Fruit Company, donc on avait déjà des précédents. Mais leur plus grande pénétration aujourd'hui, finalement, ne se traduit pas en termes de développement, puisque c'est toujours les régions qui présentent les plus faibles indices de développement du pays, donc pas d'amélioration socio-économique. Et puis le deuxième élément significatif, c'est que
le maire du canton de Los Chiles, qui est le canton ici le plus touché, avait décidé en 2017 d'un moratoire sur l'extension des cultures d'ananas pendant 5 ans, donc pour empêcher le développement des cultures pendant 5 ans et l'autorisation de permis. Et c'est une décision qui a été annulée par la Cour de justice de San José, la Cour de justice nationale, en disant que les municipalités n'avaient pas à se mêler de ces choses-là, et l'État costaricien participe complètement au développement de ces cultures, parce que ça fait partie d'un plan de développement pour le pays, pour en faire une frontière finalement productive. Donc en guise de conclusion, pour revenir au propos plus général, donc des frontières qui séparent les États de la région latino-américaine, qui sont un objet d'étude qui nécessite des approches multiples, qui présentent des dynamiques territoriales contradictoires qui les rendent très complexes, ce que je disais tout à l'heure, à la fois porosité, ouverture, mais aussi disputes frontalières et phénomènes de fermeture. Peut-être pas autant que sur les frontières de l'Amérique du Nord, mais notamment en Amérique centrale, il y a quand même beaucoup de problèmes aujourd'hui de trafic illégal, de drogue qui pose le problème du contrôle des frontières. Et puis une autre dialectique aussi entre préservation des écosystèmes et exploitation grandissante des ressources à grande échelle. Donc qui demande aussi de croiser les recherches, les échelles, dans une perspective qui ne soit pas statocentrée, mais qui mette bien les frontières au cœur, comme on l'a vu dans plusieurs interventions de ce colloque, et des pistes de recherche pour croiser des thèmes importants aujourd'hui, l'environnement, l'extractivisme et les frontières, donc pour un développement plus durable, même si on pourrait discuter ce terme. Voilà, je vous remercie. Je suis désolée d'avoir été un petit peu longue.